Voyage en récit, Julien Hervier, Pierre Magnard et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui dans Voyage en récit, avec vous, Julien Hervier et Pierre Magnard, que je remercie d'avoir accepté cette émission à trois voix exceptionnellement. Nous nous retrouvons pour parler de celui que vous avez pu connaître, que vous avez pu côtoyer en tant qu'élève, Monsieur Christian Bobin, poète. Il mériterait une émission, à commencer par l'évocation de sa Creuse natale. Oui. Son père, instituteur à Guéret. Oui. Les récits de Beaupré relatifs à cette jeunesse creusoise étaient tout à fait passionnants. Oui. Il était resté l'enfant du pays. Oui, oui. Mais la Creuse est une pépinière de gens remarquables. Hein. Regardez comme l'écrivain Pierre Michon, enfin, qui est un Creusois aussi. Enfin, c'est une région qui a été au XXe siècle remplie de grands esprits. François Saguéré, j'ai toujours un souvenir pour lui. Nous avons eu à Poitiers des élèves qui venaient de Guéret. Ça faisait partie de l'Académie de Poitiers. J'avais des charmantes petites étudiantes en lettres qui venaient de Guéret. Je sais que vous avez joué un rôle important dans la formation de Christian Bobin. Et alors lui, vous parliez du Gautier d'Ain, lui c'est Conques, c'est l'abbatiale de Conques dont il parle admirablement. Eh bien justement, Christian Bobin est actuellement un objet de vénération de votre serviteur, qui a en charge de retrouver sa mémoire pour, dans une plaquette, essayer de dire ce que fut son séjour à l'université de Dijon, Oui. où il fut mon étudiant. Il avait passé son baccalauréat en 1969, et il se trouve que le malheur des temps a voulu que je quitte ma cagne de Clermont-Ferrand pour un poste en faculté à l'université de Dijon. On m'en fit un devoir en me disant « Vous réussissez très bien en cagne, lorsque l'alma mater est en danger, vous avez le devoir de la rejoindre. » Et ce raisonnement captieux, oui, qui a touché ma vanité, a fait en sorte que j'ai accepté de faire le saut. J'ai donc fait le saut en 69 et je me suis trouvé à l'université de Dijon en charge de tout le cursus philosophique. Or, qu'est-ce que j'allais connaître dans cette université? Une sorte de déception, une sorte de découragement. J'étais dans ma cagne, comme un roi en son royaume, oui, connaissant un bonheur absolument incroyable. De toute façon, les élèves de Beaufray se sont toujours sentis très bien en cagne. Oui. En fait, dans ses disciples, moi j'ai été très ami avec François Fédier. Enfin, c'est encore une tristesse de la vieillesse et qu'il a disparu là il y a très peu de temps, comme Bobin lui qui était tout à fait dans d'autres sphères avec la poésie. Mais enfin, il y avait dans les disciples des profs de cagne remarquables, comme François Vezin aussi. Et donc, au fait, il y a une espèce de liberté de rapport intellectuel avec les meilleurs étudiants d'une cagne qu'on n'a jamais dans l'espèce d'anonymat des facs de lettres. On est toujours beaucoup plus à distance des étudiants. Ah oui, prof de cagne, je l'avais été à Clermont-Ferrand, et je l'avais été de 61 à 68. Et pendant 7 ans, j'avais exercé mes talents dans la cagne, et cela avait été pour moi un pur bonheur. De telle sorte que, à 2 reprises, j'avais refusé les invitations qui m'étaient adressées de la faculté. Et si j'ai accepté en 68, c'est qu'en raison des événements, je me suis cru un devoir d'y aller. Une sorte de perversion, oui, tristement kantienne, de l'impératif catégorique. Car en effet, j'ai été très désappointé en voyant quels étaient les rapports humains au sein d'une faculté de province. Quel rapport avait-on? Il n'y avait plus cette relation que j'avais
apprécié en Cagne et que j'avais essayé de faire revivre moi-même dans ma Cagne de Clermont. Dans la Cagne de Clermont, au lycée Blaise Pascal, j'avais introduit une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est que l'on avait chaque année un reçu à Ulm ou à Sèvres. Et la dernière année, c'est pas un que j'ai eu, c'est 4. Oui, ça c'était vraiment une réussite sur le plan matériel qui montrait bien l'importance de votre enseignement et le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un plaisir intellectuel que vous pouviez vous offrir, mais que c'était finalement les briques qui permettent de construire des maisons, des édifices, qui fait que la culture continue à se maintenir à travers l'université, qui est maintenant malheureusement bien menacée. Mais... C'est-à-dire, ce n'était pas un savoir ou un savoir-faire que nous avions à transmettre, c'était un esprit. Et c'est précisément ce compagnonnage de la Cagne que je décidais soudain de devoir transporter dans la faculté. Comment me sauver du marasme qui était le mien dans une faculté post-68 arde, puisqu'on était en 69, comment allais-je vivre cela? Eh bien, il se produit quelquefois des miracles. Et le miracle, ce fut d'avoir dans mon amphi un garçon étrange qui était toujours en train de rêver, très loin des préoccupations de ses camarades, et perdu dans une perpétuelle songerie, Christian Bobin. Ce Christian Bobin allait me permettre de m'adapter à la faculté, de vivre la faculté, et de transmettre dans la faculté l'esprit de la Cagne d'Henri IV. Cet esprit que j'avais vécu avec Beaupré. Et ça, je le dois au talent de ce garçon, qui traduisait poétiquement ce que je lui apportais conceptuellement. Chaque fois que je proposais une dissertation sur un thème qu'on avait traité pendant tout un mois, je le retrouvais interprété poétiquement, comme si l'écoute poétique s'ajoutait à l'écoute noétique pour essayer de trouver un sens caché à l'enseignement que je pouvais donner. Il me révélait le sens de mon enseignement. Il me révélait ce que j'essayais très maladroitement de construire sur le mode conceptuel à travers ces élans poétiques. Je me souviens d'un cours tout à fait étrange que j'avais donné, car c'était inscrit au programme qu'avait constitué pour nous Jean Brun, les preuves en miettes de l'existence de Dieu. Je les retrouvais quelques années plus tard dans un petit livret de Christian Bobin. Mais, sans attendre cela, j'avais tous les 15 jours une dissertation de Christian où mon enseignement me revenait dans ce qu'il avait d'essentiel, comme si la substantifique moelle, l'intellect était incapable de le dégager et qu'il appartenait à la parole poétique de le faire revivre. C'est cette écoute poétique d'un propos philosophique qui devait m'accompagner pendant les 3 ans durant lesquels j'eus Christian Bobin comme élève. Or, c'est une grâce sans nom, parce que je crois que je n'aurais pas pu rester dans l'université s'il n'y avait pas eu cet interprète, ce médiateur entre ma pensée et moi-même, comme si le type d'enseignement qu'on donnait dans une faculté de philosophie restait abstrait, c'est-à-dire séparé, c'est-à-dire coupé de la réalité vivante de la vie spirituelle. Et c'est précisément ce poète qui, transposant mon propre discours, ont dégagé l'essentiel et me permettait de voir quel ton adopter, quelle démarche suivre, quel destin était celui de ma propre pensée. Autrement dit, la poésie de Christian Bobin a été la médiatrice entre mon intellect et la vérité philosophique. Sans cette médiation, j'en perdais l'essentiel. Ça a été une très belle aventure qui se manifeste aujourd'hui par quelques copies que je conserve dans une maison à la campagne et qui atteste cette transposition, cette traduction, cette interprétation. Car si le poète ne vient interpréter, la philosophie reste
inaccessible. Il nous faut relire Platon en comprenant qu'il fut d'abord poète, quelle que fût sa vindicte à l'endroit des artistes qu'il chassait de sa République. C'est en poète qu'on accède aux grandes vérités de la philosophie. Et c'est l'expérience de ce compagnonnage avec Christian Bobin qui devait m'en convaincre. Au bout de 3 ans, alors que je n'avais échangé avec Christian Bobin que par l'intermédiaire de copies d'écoliers, Des copies qu'il écrivait, oui. uniquement les copies d'écoliers, avait lieu l'examen qui conférait ce qu'on appelait le DUG. Oui, ça fait partie d'ailleurs de ces sigles épouvantables qui se sont mis à envahir l'université, le DUG. Oui. Or, lors de l'examen, dont j'étais, par hasard, cette année, responsable, bien que simple assistant du professeur Jean-Brois, il m'appartenait de distribuer ou de ventiler le paquet de copies entre les 3 examinateurs que nous étions, Madame Paravial, Mademoiselle Perrault et moi-même. Nous nous réunissons, nous commençons l'examen des paquets de copies, et j'accorde une petite suspension de séance, car ces dames veulent griller une cigarette. C'est bien légitime. Mais ce qui était moins légitime, c'est le propos que l'une d'elles tient à sa collègue. Ah, le poète, on va lui faire sa fête. C'en sera fini, désormais. J'entends cela. Vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait de Christian Bobin. J'ai compris qu'il s'agissait de Christian Bobin. Et comme il y avait 3 séances d'examen, j'ai pris la copie de Bobin et je la situai dans le 3e paquet, celui dont je serai le responsable en tant que président. Vous lui avez sauvé, non pas la vie, mais sauvé son examen. Alors, mais plus précisément encore, quand on vient à l'appel des noms, chacun donne sa note. Oui. Les 2 dames donnaient une note et moi j'en donnais une autre. Vous faisiez une triple correction. Oui. Ah oui, il y a peu d'universités, je crois. On fait parfois la double correction, mais la triple correction, c'est rare. Non, il y avait double correction. C'était un simple contrôle. Oui. Donc, j'appelle les noms. J'appelle Christian Bobin. Mesdames, quelle note? 2 sur 20. Ah. Et aussitôt, moi-même, mezzo haussé pour ne pas faire scandale, pour moi, ce sera 18. Et c'est comme ça que Christian Bobin a eu son DUG. Voilà, il a eu la moyenne. Il a eu la moyenne, il a eu son DUG. L'honneur de la faculté de Dijon a été sauvé. On n'allait pas coller le poète. Et ça, pour moi, ça a été essentiel. Mais il y a eu inévitablement des commentaires, car les dames étaient furieuses. Elles ne pouvaient rien. J'étais président, tout a été enregistré, et Bobin était sauvé, si on peut dire. Mais est-ce qu'il était sauvé de la bêtise? Est-ce qu'il était sauvé de... On peut avoir une position flaubertienne et dire que la bêtise, on n'y échappe pas. Enfin, oui. Elle vous rattrape toujours à un moment ou à un autre. Mais enfin, là, vous aviez donné le coup de pouce essentiel. Il y a eu à ce moment-là réception par moi de tous les étudiants qui le désiraient, et quand Christian est venu, il avait déjà compris ce qui s'était passé, parce qu'il avait eu communication de ses notes. Alors il avait compris. Oui. Il avait compris, et il m'a dit tout de suite, on ne veut pas de moi. Alors, je lui ai dit, chose qui l'a énormément étonné, on ne veut plus de vous, on ne veut pas de vous, mais qu'est-ce à dire? Vous croyez être un enseignant de philosophie, vous êtes beaucoup plus, vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes un poète. Et vous serez poète. Il était éberlué. Il ne comprenait pas ce que je disais. Mais si, je vous en prie, vous allez réunir vos écrits, vous allez écrire à toute occasion, et vous m'enverrez ça, vous verrez. On publiera vos textes, et vous serez un poète, car vous avez vraiment une approche poétique du réel. C'est en poète que l'homme habite ce monde. Je lui rappelais le propos de Hölderlin sur le poète, et je lui dis, vous serez poète.
vous serez poète, il ne pouvait pas être autre chose que poète. Quant à moi, je devais continuer encore bien des années dans cette faculté de Dijon. Et peu après cette réception de Christian Bobin, le poète fut l'objet d'une agression particulièrement méchante. Encore que, aujourd'hui j'en parle comme d'un fait divers tout à fait amusant. Il y avait une grève, comme il nous l'eut souvent à cette époque. Les facultés étaient occupées. Toutes les facultés, toutes les universités de France et de Navarre étaient fermées. Il n'y avait qu'un cours qui continuait à être donné, celui de l'assistant Magnard à Dijon, Oui. qui continuait à donner son enseignement envers et contre tout. Quand on a été, disons, le maître de Christian Bobin, Oui. il y a des bassesses auxquelles on ne peut pas consentir. Or, dans cette grève générale... Ça, c'était après 68, alors. C'était après 68. C'était en 73, ou 72, 73, où il y a eu des violences, même dans l'université. C'est les répliques sismiques de mai 68, on peut dire, oui. Mais alors, 68, je l'avais vécu très allègrement, parce que j'étais dans ma canne, c'était Mécagneux qui me représentait, et en 68, on m'avait dit un jour, l'Assemblée générale va débattre de votre cas, puisque j'étais le seul à enseigner à Clermont-Ferrand à l'époque, puisque les autres étaient tous en grève, ou empêchés par la grève, ce qui revenait au même. Il y avait dans le corps enseignant, mais aussi dans toute la société française, cette complicité honteuse avec l'événement. On est contraint de cesser le travail, puisqu'on ne peut pas faire le travail du fait qu'il y a un ordre de grève générale. Moi je disais, mais je vois en quoi ça m'empêche. Et j'avais continué mes cours. À tel point que une assemblée générale se tenait à Clermont-Ferrand pour savoir ce qu'on devait faire dans ce cas-là. Ils étaient au début du mouvement 68 Arts. Ils avaient encore de l'innocence. Ils avaient encore, en quelque sorte, de la bienveillance, et cette innocence, cette bienveillance les amenait à s'interroger sur ce qu'on devait faire dans mon cas. Un jour, on me dit, cet après-midi, on va débattre de votre cas. Vous aurez un procureur et vous aurez un avocat, tiré parmi les grévistes. C'est tout à fait le système des procès menés par André Breton. Oui, vous aurez le droit de vous défendre vous-même si vous le désirez. Je leur ai dit, écoutez, je vous fais confiance. À la fin de la journée, arrivent 2 représentants des grévistes, des maoïstes tout à fait convaincus, pour dire, Monsieur Magnard, nous vous transmettons la décision de l'Assemblée générale des grévistes. Ils vous ont jugé, et ils ont dit, on ne peut pas suspendre le cours de Magnard, car Magnard est au-delà de la Révolution. Bravo. Alors, c'est resté pour moi quelque chose qui devait m'accompagner toute ma carrière. Étant au-delà de la Révolution, je n'ai pas à céder devant celle-ci. Et j'ai trouvé merveilleux ces jeunes 68 arts dans leur spontanéité, leur innocence. Vous aviez encore des 68 arts qui n'étaient pas gagnés par la routine et qui n'étaient pas devenus des fonctionnaires de l'agit-prop. Enfin, ça, c'était très bien. Et ces fonctionnaires, je devais les trouver, en revanche, en 73, 74, à Dijon. Oui. Comme je continuais mon cours, du fait de ce brevet, je me dois de faire cours, je ne vais pas céder aux dictates des coups de maudite et autres abrutis de ce genre. Donc, je donnais mon cours. Or, j'appris un jour que la chose avait été jugée, non pas à Dijon, mais à Besançon, où les Mauspontex tenaient leur siège, et d'où ils contrôlaient toutes les facultés de l'Est de la France, donc Dijon. Et là, ils décidèrent d'envoyer un commando de grévistes, 2 cars, frétés par les Mauspontex de Besançon, cagoulés et armés de manches de pioche, pour venir enfoncer le cours de celui qui était stigmatisé depuis plusieurs semaines sur les murs de toutes les facultés de France et de Navarre, comme le professeur fasciste. Or, je n'étais pas professeur, j'étais assistant. Quant à fasciste, je leur laisse le soin d'apprécier la qualité de ce terme. Toujours est-il que le chef des Mauspontex envoya 2 cars de
combattants pour enfoncer mon cours. Ils arrivèrent, montèrent les 4 étages, ouvrirent les portes, j'étais là avec tout mon auditoire, pas un seul absent, et ils commencèrent à taper sur table et chaises, blessant, brutalisant et cassant, prenant par le fond de la salle pour remonter peu à peu jusqu'à l'estrade où je restais debout. C'est ainsi que je me trouvais, au bout de quelques minutes, nez à nez avec un énergumène qui me saisit le poignet pour m'amener à céder devant la violence. Il avait saisi un poignet sans s'aviser que j'en avais un autre, qui me permit de lui donner un direct dans le nez qui lui mit la figure en sang. Aussitôt, les courageux Fontex décidèrent le repli et sortirent au cri de « le fascisme ne passera pas ». Ils partirent, ils s'en allèrent et ils rentrèrent à Besançon, rendre compte à leur chef de l'événement. Leur chef, je le retrouverai bien après, mais dans l'anonymat du simple citoyen que je suis dans la France d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire que je lui oue quelque ressentiment que ce soit, je dirais que je le porte dans mon cœur. Il est un ennemi intime. Il s'appelle quelqu'un qui a fait carrière depuis que l'on connaît. C'est un certain Jean-Luc Mélenchon. Ah, mon ennemi intime pour lequel je professe la plus grande vénération, car j'ai gagné la bataille et il l'a reconnu. Il s'est incliné devant le professeur fasciste. Et il était le premier à me donner le galon de professeur. J'étais simple assistant, il m'appelait le professeur fasciste. Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai donc gagné cette bataille. Je l'ai gagnée pas ce jour-là, mais le lendemain. Car après cette violente agression, je rentrais chez moi et je recevais, dans l'après-midi, un appel du président de l'université de Dijon, me donnant l'ordre de suspendre mon cours d'amphi qui devait avoir lieu le lendemain. C'est toujours le problème des troubles à l'ordre public, oui, qui sont l'excuse pour la lâcheté des autorités universitaires. Vous avez eu des cours aussi mouvementés, M. Hervier, ou... Non, c'est-à-dire que à Poitiers, c'était assez bon enfant. Alors, il y avait les fameux AG, qui étaient interminables, où il y avait des gens qui braillaient beaucoup, mais il y avait finalement un état d'esprit plutôt, enfin je dirais pas familial. Et d'abord c'est une petite université, bon, Dijon c'est beaucoup plus grand que n'était Poitiers. Et en fait, les choses se sont tassées, il y a eu la grande manifestation gaulliste, et puis il y avait quelques irréductibles qui continuaient, mais alors ce qu'on a voulu faire et qui était très sympathique, c'est que il y a un tout petit nombre d'étudiants, c'était même pas 10%, qui avaient aimé que l'université se mette en mouvement et qui voulaient continuer à travailler, mais sur un mode justement plus affectif, plus direct, avec un rapport plus humain avec les professeurs. Et on a été quelques professeurs à continuer, mais là très tard, presque jusqu'à fin juillet, je crois. Alors c'était épique pour venir faire cours, pour ceux qui n'habitaient pas directement Poitiers. Il y avait eu un moment où il n'y avait pas d'essence, pas de train, rien. Enfin, c'était un peu une aventure de faire le trajet Paris-Poitiers pour les profs non résidents. Mais on avait continué à travailler sur des sujets intéressants concernant la vraie littérature et avec des sujets qui là souvent avaient été choisis par les étudiants. Et on avait décidé d'aborder des œuvres qui n'étaient pas au programme et qui leur plaisaient beaucoup. Par exemple, une chose qui m'a frappé, parce que je me demande ce qu'il en est advenu maintenant, les étudiants étaient passionnés par Boris Vian à l'époque. Et j'ai l'impression que maintenant, Boris Vian intéresse moins les gens jeunes, enfin, qu'on en parlera. J'aimerais bien d'ailleurs avoir, que les sociologues me donnent des avis réels et statistiques. Est-ce qu'on lit encore beaucoup Boris Vian ou pas? Mais c'est un camarade pour moi. Oui. J'ai bien connu Boris Vian. Vous l'avez connu? Oui. Ah, beaucoup. Je l'ai connu dans une période de misère. Oui. Il a eu des périodes de misère. Oui, parce qu'il a fait tous les métiers. Il y avait des moments où il manquait de revenus fixes. Oui. Je l'ai connu à une période où il était inconnu
et où il n'avait quasi rien à manger. Et il se trouvait que j'étais dans une pension de famille très misérable, et je me payais le luxe d'un café de qualité que j'allais prendre tous les jours au Café de Flore. Et c'est ainsi que je fis la connaissance d'un personnage famélique, hâve, une sorte de Pierrot lunaire, qui venait se planter devant moi. Alors tu le reconnais pas, ton Boris? Tu lui paieras bien un croissant et un café. Et chaque jour, je payais son croissant et son café à Boris. J'avais quand même le sentiment qu'il exagérait. Et comme ce café était payé, si je puis dire, des récits ou des contes ou des fables que me racontait inlassablement Boris, Oui. je lui dis un jour, écoute Boris, tu vas m'écrire tout ça sur un papier. Tu vas m'apporter tout ce que tu as rêvé pour l'instant. Parce que je suis sûr que là, on n'aura plus besoin de t'offrir une pitance, tu vas gagner ta vie très honorablement. Car tu as un talent fou. 8 jours après, Boris m'apporte un cahier. Et ce cahier fera fortune. Car l'année suivante, ou quelques mois après, je le retrouvais à l'étal des libraires, intitulé « L'écume des jours ». L'écume des jours... Voilà. Alors les étudiants étaient fanatiques de l'écume des jours en 68 après Oui. ça je peux vous le dire. L'écume des jours, ça vaut la peine. Et disons, j'ai eu la chance dans ma vie d'être sans doute celui qui découvrit Christian Bobin, mais aussi celui qui avait prédit à l'écume des jours le sort qui sera le sien. Vous avez su être vraiment toujours au bon endroit. Au bon endroit, mais oui. j'en reviens donc à mon récit. Je suis à Dijon et le président de l'université m'ordonne de ne pas faire cours. Je lui réponds simplement, Monsieur le Président, il y a des ordres auxquels l'honneur vous oblige de désobéir. Et je raccroche. Le lendemain, je vais donner mon cours. L'amphithéâtre était plein. Il n'y avait pas 150 étudiants comme il se devait, mais il y en avait peut-être 300. Ils étaient assis partout, par terre, dans les travées, dans les escaliers, sur le rebord des fenêtres. Et j'entrais là, en me disant, mais ce sont pas mes étudiants, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est? Et la peur au ventre, d'une voix blanche, je fais un cours qui était aussi, disons, consciencieux que possible sur ce que le programme exigeait. La fin du cours vit tous les étudiants se dresser et se mettre debout et me faire une ovation. Je rentrais chez moi, rassurais ma femme qui était morte d'inquiétude et téléphonais aussitôt au président de l'université. Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous apprendre que la grève est terminée. La grève, elle ne tenait qu'à la lâcheté de tous ces gens en responsabilité qui avaient fait ce choix d'une université libertaire pour s'assurer le libéralisme économique. C'est tout. Cet odieux calcul de l'intérêt premier servi a fait en sorte que on a payé de ces petites lâchetés une sorte de paix dans l'université qui se solde aujourd'hui par un effondrement des niveaux, de la qualification, de l'esprit, de la langue et de la tradition. On ne peut pas ajouter grand-chose à ce que vous venez de dire, la fin. Mais effectivement, c'est bien que vous ayez réussi à triompher d'une épreuve pareille. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance parce que je travaillais justement éventuellement sur Boris Vian avec des petits groupes d'une dizaine d'étudiants qui venaient vraiment motivés. Ça n'aboutissait pas à des examens, donc c'était vraiment le plaisir de la culture gratuite. Mais alors sur Boris Vian, chers collègues, c'était un cours de littérature comparée? C'était littérature française? Non, là c'était plus de la littérature comparée, c'était vraiment le choix des étudiants avec certains profs avec lesquels ils s'entendaient bien et qui leur avaient dit vous savez très bien éplucher un texte, nous faire sentir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce que on ne travaillerait pas ensemble sur un texte contemporain que nous aimons beaucoup et sur lequel vous pourrez peut-être nous dire des choses. Enfin, non, mais ça, moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup l'automne à Pékin aussi, dans les grands romans de Vian. Mais je vous félicite d'avoir fait ça, parce que, au fond, c'est ce que j'ai fait en philosophie, moi. Essayons de prendre le chemin des écoliers. Exactement. Et non pas la route académique.
C'est ça, c'est le chemin des écoliers, l'école buissonnière. L'école buissonnière. C'est quelque chose de très agréable. C'est d'ailleurs... En 68, il faisait très beau et très chaud. On une était des à la formules... campagne. On allait... D'ailleurs, on faisait cours éventuellement sur des pelouses devant la fac. Un recueil de Christian Bobin qui est dédicacé à mon maître Magnard, son élève buissonnier. C'est une jolie formule. Oui. Voilà, oui. Mais ça résumait tout à fait ce qu'a été mon rapport. Et alors, c'est une des raisons pour laquelle, quand j'ai quitté Dijon, c'est pour aller à Poitiers, où, disons, les Poitevins me réclamaient et où le CNU, dans sa sagesse, a pensé que pour assurer l'ordre qui pouvait régner encore dans une université à Poitiers, j'étais peut-être pas de trop. On est venu me chercher. Je n'étais pas candidat, je n'ai jamais été candidat à Poitiers. J'ai appris un jour que j'étais élu. Et on m'a dit, il faut compléter le dossier, sans quoi l'élection sera cassée. C'était en quelle année, ça, à Poitiers? En 78. C'est ça, c'est assez tard et malheureusement, nous nous sommes pas rencontrés parce que, si vous vous souvenez, il y avait toute une espèce de rêve de pluridisciplinarité à l'origine du mouvement de 68 et en fait, ça a abouti au contraire à une séparation des facultés parce que moi j'ai connu Poitiers au départ comme une toute petite faculté. D'abord, on a été très longtemps dans un très joli hôtel flamboyant, l'hôtel Fumé. Oui, c'est là que j'enseignais aussi. C'est ça. Et là, vous y avez enseigné parce que la philosophie était restée dans la vieille fac, où il y avait d'ailleurs 3 petits bâtiments très agréables, étagés, mais presque tout le reste de la fac des lettres est monté sur un affreux campus sans âme et terriblement triste. C'est ce qu'elle veut dire. Où il fallait attendre des autobus pendant des heures pour pouvoir monter, si on n'était pas à vélo ou si on n'était pas en voiture. Donc finalement, la faculté des lettres a explosé. Il y a eu lettres et langues, moi j'appartenais à cela, et puis les sciences humaines, la philo, l'histoire, et on ne s'est plus vu. Par exemple, dans vos collègues philosophes, je rencontrais très très régulièrement Dont, le grand spécialiste de Hegel. Un très bon collègue. Très bon collègue, très charmant, avec des qualités humaines tout à fait remarquables. Merveilleux, Dont, merveilleux. Et d'ailleurs là, si on peut se permettre, puisque vous étiez un peu critique par rapport à la noble institution par laquelle nous sommes passés tous les deux, qui a été donc longtemps dirigée par Hippolyte, notre maître Jean Beaufray avait infiniment plus d'estime pour les travaux sur Hegel de Dont que pour ceux d'Hippolyte. Et Dont était d'une grande modestie, il était absolument charmant. Je me retrouvais avec lui, ce sont des histoires pittoresques. Enfin, je ne sais pas si c'est très intéressant pour l'auditoire breton. Si ça se passait à Rennes, ça serait peut-être mieux. Mais enfin, Dont comme moi, les moyens des universitaires sont modestes, même quand ils étaient un peu plus avancés dans la carrière. Et on allait tous les deux, on logeait à l'hôtel du Plat d'Étain. L'hôtel du Plat d'Étain. C'est à 2 pas de l'hôtel Fumé. Oui, l'hôtel du Plat d'Étain, qui avait une espèce de réputation littéraire. C'est comme le restaurant du déjeuner de Soussérac chez Pierre Benoît. Là, c'était Alphonse de Chateaubriand, paix à ses cendres, qui faisait descendre régulièrement Monsieur des Lourdines, qui était un roman qui avait eu dans l'entre-deux-guerres un grand succès. Pardon. Et il y retrouvait ses métayers, il venait pour les foires, et là, nous n'avons pas vu Monsieur des Lourdines, mais Dont et moi, nous y sommes rencontrés, et c'était toujours très agréable d'échanger avec lui. Mais écoutez, chers collègues, je suis très très heureux et même ému d'entendre évoquer un grand ami qu'a été Jacques Dont. C'est lui qui m'a accueilli à Poitiers. J'avais pas demandé Poitiers, je savais pas pourquoi j'y arrivais. Si j'avais pas eu Jacques Dont, je ne sais pas comment j'aurais pu m'adapter. Il a été d'une humanité, d'une délicatesse, d'une gentillesse sans pareil. Alors je vais peut-être faire une digression, monsieur Magnard, mais
Monsieur Hervier, je pense à votre bureau, dans lequel nous avons pu correspondre souvent, et il y a une photo de vous avec Martin Heidegger. Oui. Alors, question peut-être parce que nous en parlions hors micro, avant que nous parlions là, mais à quand remonte ou ces rencontres avec lui, et à quel sujet était-ce? Alors, là, on peut revenir à ce que disait Monsieur Ménard tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des infinités profondes entre la philosophie et la poésie. Donc, dans son cas, ça passait à travers la personnalité rayonnante de Christian Bobin, et la sienne d'ailleurs, mais dans le cas de Heidegger, il y avait non seulement tout le rapport à la poésie du romantisme et d'idéalisme allemand, et en particulier à Hölderlin, mais aussi la parenté avec René Char. Et donc, il y avait toute une constellation de gens qui se connaissaient très bien, qui se rencontraient, et Heidegger était très impressionné par ces rencontres avec Char, qui se faisaient justement dans le Midi, pas loin de la fontaine de Vaucluse, dans la région où habitait Char. Au Thor. Voilà, à l'Île-sur-Sorgue. Il y avait le petit restaurant hôtel où tout le monde descendait. Char venait de sa campagne. Et il y a eu donc toute une série de séminaires qui ont été organisés là. Donc ce lien poésie-philosophie, quand il s'agit d'une philosophie qui n'est pas une idéologie mécanique, rationaliste, bornée, ce rapport philosophie-poésie est intense. Hein. Donc là, vous me demandiez... Dans quel cadre aviez-vous rencontré Heidegger? Alors, je l'ai rencontré justement en tant qu'élève de Beaufray, puisque Beaufray a été un des grands introducteurs de l'œuvre de Heidegger, grâce d'ailleurs à cette lettre à Jean Beaufray, devenue célèbre sous le titre plus général de la lettre sur l'humanisme. Et Beaufray m'a emmené une fois, alors on était deux, il y avait justement François Fédier, on est allé à un célèbre séminaire, le seul qui avait lieu à Fribourg, non pas sur Rétrétan, et il avait inversé. C'était pas Sein und Zeit, mais c'était Zeit und Sein. Temps et être, qui a été où j'ai pu rencontrer Heidegger, aller accompagner mes amis vraiment philosophes, parce que moi je ne suis pas, le Beaufray et Fédier à la fameuse cabane de Tottenauberg. Et là, alors j'étais, si vous voulez, le rapport à la philosophie sont un peu complexes, parce que j'ai tout de suite senti que même chez les plus grands philosophes, à l'exception peut-être de Nietzsche, il y a une sorte d'abstraction à laquelle je suis très fermé. Alors, parlons de poésie et de philosophie. Alors Nietzsche, lui, là, c'est l'éblouissement, puisqu'il est à la fois le philosophe et le poète. Voilà. C'est un des plus grands écrivains allemands, de langue allemande, et c'est absolument admirable. La première fois que j'ai mis le nez dans un livre de Nietzsche, les deux premiers que j'ai lus, ça a été Zarathustra, et puis cette espèce de compilation qu'on appelait La volonté de puissance, qui avait été publiée en traduction française aussi. Donc j'étais oui, ça me parlait directement. Par contre, quand il s'agissait de la pensée de Kant, je me sentais, mon esprit se fatiguait facilement. C'était beaucoup plus complexe pour moi. C'est prosaïque. Voilà. Donc, j'écoutais les grands maîtres parler, j'étais très silencieux, et je n'ai eu qu'une petite participation à ce colloque sur temps et être, c'est que il y avait un poème de Rimbaud, enfin nous sommes toujours dans la poésie, que Heidegger appréciait beaucoup, à cause justement on parlait des formes de la langue et de leur importance pour la compréhension philosophique de ce qui est là. Bon, on parlait là de l'importance de l'étang, on pourrait parler aussi du Dasein, des grandes complexités qu'offre sa traduction. Heidegger disait peut-être qu'il faudrait dire être le là. Non pas être là, mais être ce qui
apparaît, enfin, on est dans une problématique qui est aussi celle de la aletheia, du dévoilement, de ce qui apparaît, et ça apparaît beaucoup à travers la formule de il y a. Et vous savez, il y a une grande poésie de Rimbaud. Il y a, vous voyez, je ne le sais plus, mais à l'époque, je le savais par cœur. Et donc, Heidegger avait voulu le citer, et je crois que je ne savais pas totalement par cœur. Mais il avait la traduction allemande, et j'avais pu donner le texte authentique français. J'aurais peut-être oublié un vers ou une formule entre-temps. Voilà, ça a été ma seule contribution active au séminaire où il y avait toute une série de nobles philosophes allemands en compagnie de Heidegger. Mais c'est un des séminaires dont on a gardé la trace dans l'édition de Question 2. Oui. C'est pas le séminaire du Thor, c'est celui qui précède. Où il traduit Dasein par être le là. Oui. Et alors là, et justement, alors mes rapports avec Heidegger ont été quand même des rapports de traducteur. Ah oui. Et j'ai commencé justement, vous parlez de la série des questions. Donc, question 3, Beaufray avait suggéré mon nom comme traducteur pour un très joli petit texte, mais qui a une certaine portée philosophique, mais qui n'est pas justement d'une aridité grandiose. C'est le texte sur Hegel. Alors, non pas le grand dramaturge Hegel, mais l'auteur un peu régionaliste qui a écrit des textes aussi en dialecte. Et donc, c'est Hegel, l'ami de la maison. Et l'ami de la maison, c'est la lune. Et ça joue beaucoup sur la vision, même banalement naïve, enfin, des braves gens devant la lune avec le bonhomme de la lune. Et c'est une chose qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que ça réapparaît dans l'œuvre de Jünger, à qui j'ai consacré une grande partie de mes travaux. Il y a chez Jünger une lettre de Sicile au bonhomme de la Lune. Et la lettre de Sicile au bonhomme de la Lune, c'est une espèce de réflexion sur le fait qu'il y a une apparition magique, presque magique du monde. Il a un lever de lune dans une campagne sauvage, et il a l'impression que les esprits du lieu se mettent à parler, mais surtout il veut faire la distinction entre les deux formes de vision qu'on peut avoir, la vision purement scientifique, qui est une vision chiffrée, mathématique, une grande platitude, et la vision poétique. Et pour lui, il faut que l'écrivain soit capable de sans sombrer dans une espèce de, comment dire, c'est pas de rêve fantasmé de l'univers anti-scientifique. Heidegger n'est pas anti-scientifique non plus. On reproche facilement à Heidegger d'être contre la technique et le progrès. C'est tout à fait faux. Il s'agit de les mesurer, de les placer dans leur rôle et d'en voir les dangers. Et donc, il faut être capable d'avoir les deux approches. Ne pas penser comme certains des pauvres malheureux qui sont sur les bancs d'école en ce moment pensent que la Terre est plate. Donc ne pas penser à la Lune seulement comme un bonhomme, mais penser la Lune avec les données de l'astronomie, mais sans rien lui enlever de son halo poétique qui fait que la Lune accompagne les hommes dans leurs travaux, dans leur vie de tous les jours, et que, bon, on pourrait citer des hymnes à la Lune dans toutes les poésies du monde entier, sans difficulté aucune. Mais justement, quand on prend question 1, question 2, question 3, question 4, on s'aperçoit qu'il y a deux écritures de Heidegger. Dans ces questions, il est très technique et très peu poète, alors que il sait être d'une poésie remarquable dans Le chemin de campagne, par exemple, ou encore dans L'esprit du clocher. C'est un poème en 4 pages, L'esprit du clocher, mais qui est admirable. Admirable. Ça mériterait de figurer dans les anthologies. De même que Le chemin de campagne. Donc, il y a chez Heidegger une dimension poétique,
Mais quand il veut philosopher, et rien que philosopher, il jargonne comme les autres. Là, on voit la différence entre les deux styles, pas du tout le même, c'est presque pas la même langue. Vous voyez. Mais pour ce qui est de cet accès par la poésie à la philosophie, il faudrait ici citer le maître auquel me renvoyait toujours mon propre maître de thèse, qui me disait... Votre maître de thèse, qu'en Allemagne on appelle le père de thèse. Le père de thèse, c'est ça. Eh bien, mon père de thèse, le Paterdon, qui était Henri Gouillet, m'avait donné un texte de Maurice Barrès, dans lequel Maurice Barrès disait « Nous ne saurions de plein pied aborder des auteurs comme Platon, Descartes, Kant. Nous ne pouvons le faire. Il faut des médiateurs. Et ces médiateurs, il faut les chercher chez les poètes. Les poètes sont les médiateurs qui peuvent nous mettre de plein pied avec une grande philosophie. » Oui, écoutez, là, je n'ai rien à ajouter parce que la justesse de ce que vous dites, là, me paraît absolue. Hélas, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais merci beaucoup à tous les deux, Pierre Magnard et Julien Hervier, pour, en fait, cette remontée dans le temps, mais du coup, cette médiation, merci. Écoutez, je crois que c'était finalement une conversation à bâton rompu. Je crois que ça peut être les meilleurs. Et nous voulions parler du nœud gordien, qui prend beaucoup d'actualité, justement, avec la réflexion sur les différentes sortes de guerres. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, quelque chose auquel correspond directement la réflexion du nœud gordien de Jünger. Nous ne pouvons que attirer l'attention des auditeurs là-dessus, s'ils veulent aller voir ça de plus près, puisque c'est une réflexion, le nœud gordien, tranché par Alexandre, futur conquérant de l'Orient. C'est une réflexion sur les batailles et les luttes entre non pas l'Est et l'Ouest, mais l'Orient et l'Occident depuis les origines de l'histoire. Depuis l'origine de l'histoire, depuis la guerre de Troie et depuis Hérodote et depuis Salamine et Léonidas aux Thermopyles. Mais si vous le voulez bien, ce débat ne sera que différé, car il y a beaucoup de choses à dire sur le nœud gordien et sur précisément sa conception de la guerre. Une guerre dans laquelle il n'y aurait pas d'ennemis, mais simplement des adversaires. Et c'est déjà beaucoup. Et peut-être même beaucoup trop. C'est ça c'est une des grandes forces de la vision des conflits chez Jünger, qui justement déplore une espèce de dérive idéologique vers lequel les adversaires, il n'y a plus d'adversaires, mais des ennemis qui sont des sous-hommes à exterminer. Et ça se trouve, ce ne sont pas seulement dans les théories hitlériennes que la chose apparaît comme telle. On voit beaucoup maintenant des positions de gens qui considèrent que leurs adversaires n'ont pas à avoir la parole, n'ont pas le droit de parler, ce sont des chiens. Et n'ont pas droit à exister. N'ont pas droit à exister. Ils n'ont pas le droit d'exister.